vous propose d'accueillir Viviane Justice à présent. Elle est infirmière, coordinatrice et prélèvement d'organes et de tissus à la Pitié-Salpêtrière. Et le titre de votre présentation, Les limites du prélèvement d'organes. C'est à vous. 10 Merci minutes. beaucoup. Mais écoutez, merci en tout cas de nous avoir invités. Alors déjà, moi je commencerai simplement déjà par faire un petit état de lieu parce que je ne sais pas si tout le monde connaît un petit peu ce domaine. Alors d'un côté, nous avons donc les receveurs. Les receveurs aujourd'hui, alors je me suis un peu basée sur des chiffres de l'année dernière, 2016, puisque ceux de cette année sont en cours. On avait à peu près 15 000 personnes qui attendaient un greffon. Sur les 15 000, l'année dernière, on a réussi à en greffer à peu près 5 800. Donc, vous voyez bien qu'on ne répond pas encore aux besoins. C'est un besoin, c'est un problème de santé publique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la greffe sauve des vies. Sauve des vies parce que l'année dernière, il y a quand même plus de 500 personnes qui sont mortes en liste d'attente. Ils n'ont pas reçu de greffon, donc ils sont décédés. Donc, il y a cette société, cette pression de société qui fait en sorte que voilà, la seule façon, c'est de les sauver. Il faut donc réussir à les greffer. De l'autre côté, nous avons donc les donneurs. Les donneurs, en majorité, donc, ce sont des donneurs en état de mort encéphalique. Un petit mot sur les donneurs, vous dire que cette population représente à peu près, en France, et c'est très peu, c'est à peu près l'année dernière 3600 personnes qu'on a recensées. Sur les 3600 personnes, on en a prélevé à peu près moins de 50%, 1700. Vous voyez, c'est 0,6 ou 7% de la mortalité française par an, ce qui est très peu. Donc effectivement, on ne répondra jamais à ce besoin de cette façon-là. Petit aparté, dans ces deux entités, transplantation, prélèvement, nous, au niveau de l'État, pareil, il y a cette séparation des disciplines, des équipes de prélèvement et de transplantation. Moi, je suis équipe de prélèvement d'organes et j'ai des homologues infirmières, coordinatrices de transplantation. On ne se rencontre pas, je ne connais pas les receveurs et vice-versa. Il y a vraiment une frontière entre les deux et c'est entre autres les lois de bioéthique qui ont fait cette frontière. Maintenant, redevenons à ces donneurs. Ces donneurs, c'est le plus souvent une majorité de donneurs en état de mort encéphalique. Cette mort encéphalique, c'est assez particulier puisque ce sont des gens qui meurent, un cerveau qui est mort, mais un cœur qui bat. C'est une mort assez violente, alors à la fois physiquement, puisque ce sont des gens qui peuvent mourir suite à un trauma crânien gravissime, une chute ou autre, mais aussi c'est une violence psychologique. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des patients qui arrivent le matin, qui sont pris en charge en grande garde dans des services de neurochirurgie pour une rupture d'anévrisme cataclysmique. Malheureusement, on ne peut rien y faire et c'est des personnes qu'on va diagnostiquer en état de mort encéphalique assez rapidement dans la journée. On va être amené à rencontrer les proches et ensuite, s'il n'y avait pas d'opposition à ce don, ce sont des personnes qui vont être au bloc opératoire pour un don d'organes. Ils sont passés de vivants il y a 20 heures à donneurs d'organes sur une table. Donc c'est violent pour les familles. Dans la prise en charge des donneurs, là, je vais plus me centrer sur la prise en charge des proches. Dans la prise en charge des proches, c'est un moment qui n'est pas négligeable et qui est crucial. On pourrait la diviser en trois parties. Dans le côté accueil, annonce de cette mort qui est quand même assez particulière, tout le monde ne connaît pas cette mort, et puis surtout le recueil du consentement. On va se concentrer sur cette troisième partie. Le recueil du consentement, c'est simple. Quand les personnes vous disent « oui, il en avait parlé, il voulait », oui, il en avait parlé, il ne voulait pas. Malheureusement, ce n'est pas la majorité. Aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que la plupart du temps, on vous répond « je ne sais pas ». Alors, il y en a qui vont me dire « oui, effectivement, mais la loi, elle dit, si c'était proposé de son vivant, on peut le prélever ». Effectivement. Mais maintenant, la réalité du terrain, elle est tout autre. Elle est tout autre, dans le sens où maintenant, je vous pose la question, est-ce qu'on doit tenir compte de ce que disent ou ressentent les familles de donneurs, de ce qu'ils pensent, de ce que ça va avoir comme effet sur eux? Exemple, moi j'avais eu un père de famille dont l'enfant s'était suicidé et qui avait dit clairement à ses parents qu'il voulait être donneur d'organes. Il nous a dit honnêtement, il voulait être donneur d'organes, mais moi, si vous le faites, je ne supporterai pas, car pour moi, j'aurais l'impression qu'on me l'a volé une deuxième fois, qu'on me l'a pris. C'est insupportable pour moi. Et des fois, on entend des mots qui sont assez durs. Ça va bouleverser ma vie, je ne pourrai pas survivre à cet événement. Le fait, si vous le prélevez, ma vie sera foutue. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire en sorte, même d'entraîner un deuil pathologique? Est-ce que nous, on a, en plus de ce deuil, n'oubliez pas, on vient de leur annoncer le décès et on enchaîne dessus. Est-ce que nous, on a ce droit?
Est-ce que la personne qui malheureusement est partie aurait voulu que ça se passe comme ça? Je ne pense pas. Pareil, il y a aussi des familles qui, quand elles vous disent non, se culpabilisent de vous dire non. Elles vous disent, je sais qu'il y a des gens qui attendent, je sais que c'est pas bien ce que je vous dis, mais je ne peux pas passer outre, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Elles culpabilisent. Donc notre rôle, plutôt aussi au rôle du médecin, c'est d'observer, d'analyser et surtout de prendre une décision avec ce contexte, aussi bien qualitativement que quantitativement, de ce que nous allons faire. Et surtout de les culpabiliser, de les déculpabiliser. Ça, c'est très très important. Ils ne sont pas, ils viennent d'avoir un deuil, on n'a pas à en rajouter. Pareil, il y a aussi des recueils de consentement par la suite qui peuvent aussi se passer très mal. Moi, par exemple, j'ai vécu une fois où malheureusement on a demandé à une famille qui m'a dit, vous savez, cette question on me l'a posée il y a plus d'une vingtaine d'années, ça s'est très mal passé, je vous le dis d'avance, on n'a pas pris de gants, on y a été franco dans un couloir, c'était très négatif, donc moi je vous dis aujourd'hui, ça sera non. Donc ces personnes, il faut respecter. Il faut le respecter, mais par contre, vous avez aussi un devoir de leur dire, oui, je vous respecte, mais maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça, c'est essentiel. Il ne faut pas oublier que c'est important, je vais être provocatrice, mais ces familles de proches, ces proches, c'est peut-être nos donneurs de demain. Il faut leur donner tous les éléments pour vraiment prendre une bonne position et pas sur un mauvais ressenti. Ce que je vais vous dire, c'est quand tout ça, tout tourne autour de l'entretien, hein, cet entretien qui est fait avec les proches. Et cet entretien, c'est un soin. C'est un soin qui s'apprend. Et aujourd'hui, nous, on essaie, coordinatrices et autres professionnels, de faire en sorte que les paramédicaux et les médicaux l'apprennent. Bon, après, c'est le temps qui leur manque. On doit apprendre à écouter, à observer, à regarder et surtout à accompagner. Nous devons accompagner ces gens, ces proches, pas simplement lors de l'entretien. Nous, à l'Abitié, on a aussi la chance d'avoir aussi un accompagnement psychologique par la suite. Donc, on peut aussi les diriger vers un psychologue qui travaille avec nous. On s'occupe aussi d'eux par la suite. On ne les laisse pas dans la nature. Qu'ils aient dit oui ou qu'ils aient dit non, on est bien d'accord. Pareil, une fois, un jour, on me dit « Ah, mais ton rôle d'abord, c'est de convaincre. » Je dis non, mon rôle n'est pas de convaincre. Mon rôle est de travailler avec les gens, du moins avec les proches, pour savoir qui était le défunt et ce qui lui aurait correspondu. Et ça, si vous savez faire un entretien, si vous savez instituer un climat de confiance, une alliance thérapeutique, vous saurez faire en sorte que les proches qui sont là puissent mettre un peu de distance avec l'annonce et puissent parler du défunt plus librement. Et à partir de là, vous trouverez, nous aurons la bonne décision à prendre, si oui ou non ça lui aurait correspondu. Alors, il faut être honnête, hein. Moi, une fois, il y a une famille qui m'a dit, écoutez, il était très égoïste. Il restait chez lui, il était casanier, il voulait voir personne, il aidait personne. Faites le prélèvement, au moins il aura fait quelque chose de bien dans sa vie. Bon, on va être honnête, sincèrement, ça ne lui aurait pas correspondu. Donc nous ne l'avons pas fait. Et c'est vrai que les proches étaient assez étonnés. Mais on leur a dit non, soyons réalistes, il faut aussi accepter que cette personne, ça ne lui aurait pas correspondu. Ça, c'est du respect, c'est une éthique, c'est des valeurs. Je vais finir par l'amendement de Jean-Louis Touraine, que vous avez sûrement dû entendre l'année dernière, ça fait un an et demi. Ce monsieur voulait changer notre façon de travailler et il voulait imposer à nous, les coordinatrices, le fait que, alors pas vraiment à nous, mais indirectement, c'est-à-dire que toute personne qui ne serait pas inscrite sur le registre national des refus serait automatiquement prélevée. Donc nous, notre mission, c'était de voir avec les proches, donc de leur donner cette information-là et de leur dire, voilà, maintenant je vous informe que votre proche sera prélevé. Nous, on a trouvé ça d'une violence avec aucune limite. On s'est dit, mais dans le contexte actuel, c'est pas possible. Les familles n'ont plus le droit à la parole, n'ont plus le droit d'avoir une place dans cet entretien. Nous, on s'est un petit peu manifesté, on a dit qu'on démissionnerait si ça vraiment prenait cette tournure-là. Et en fin de compte, donc la loi, effectivement, l'amendement n'a pas a eu lieu, mais n'a pas du tout conservé ce sens-là, et heureusement pour nous. Et on a mis simplement en exergue une chose très importante. Voulez-vous passer des familles? Parce qu'en gros, c'était ça, des proches. Mais une fois que vous avez dit à la famille qu'on allait le prélever, maintenant, la chose est la suivante. Après, il faut retourner les voir pour savoir qui était le défunt. Parce que quand il a été pris en charge, une prise en charge des fois assez courte, il n'est pas dit que la veille ou il y a 2 jours, il avait une fièvre qui était non étiquetée parce qu'il revenait d'un pays où il y avait une épidémie de chikungunya, enfin de ce que vous voulez, ou qu'il a eu un cancer il y a 3 ans, enfin, c'est pas marqué sur son front.
Donc quand vous allez retourner voir la famille et lui demander là de collaborer avec vous, elle n'est pas dit qu'elle dise oui, elle n'est pas dit qu'elle vous réponde à vos questions. Alors maintenant, quel est le problème? Dans toute l'histoire, c'est le receveur derrière. Alors oui, prélever, oui, mais à quel prix? Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a démontré que les proches avaient vraiment une véritable place dans ces entretiens. C'est une alliance thérapeutique qui doit se faire, qui doit se construire. Alors, c'est vrai que nous, aujourd'hui, nous, coordinatrices, on a une mission, aussi bien de formation et d'information au niveau du grand public. On intervient dans les écoles, même dans les entreprises. Et à savoir que maintenant, nous avons la chance d'intégrer un module optionnel chez les externes, chez qui on leur apprend à faire des entretiens. Alors, on leur apprend à avoir des attitudes, on leur apprend à utiliser des mots à ne pas utiliser, à avoir une prise en compte des gens avec qui vous êtes, c'est-à-dire si vous avez une personne qui est toute seule, qui représente une famille, et vous avez 4 blouses blanches, c'est complètement déséquilibré. Donc, eh bien, il n'y aura que 2 blouses blanches. Donc voilà, on apprend tout ce concept-là à respecter cette égalité. Voilà ce que je voulais vous dire sur le prélèvement et ses limites. Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé de ce sujet avec autant de tact. Vous avez même réussi à déclencher quelques rires sur une anecdote, ce qui n'est pas évident sur un tel sujet. Vous nous dites, finalement, il y a eu ce projet de loi contre lequel vous vous êtes opposé en disant on ne peut pas décider que par défaut, toute personne est partante pour donner ses organes et on va contre le consentement de la famille. Moi, il me semblait pourtant avoir entendu des spots d'information qui allaient dans ce sens pour nous dire que la loi avait changé. Alors, que dit aujourd'hui la loi exactement en matière de don d'organes? Oui, effectivement. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on a pu constater dans notre équipe. C'est qu'effectivement, les gens ont retenu cette modification de loi. Mais ce qu'ils n'ont pas su, c'est qu'au mois de novembre, quand il a été édité, il a été modifié. Et là, aucun spot n'est apparu à ce moment-là. Et aujourd'hui, donc, la famille nous devons toujours recueillir l'absence d'opposition auprès des proches. Donc il y a toujours cet entretien qui est fait avec les proches. Par contre, la chose qui est arrivée nouvelle pour nous, c'est que quand une famille refuse, elle doit signer un papier dans lequel elle doit marquer que je sous-signais Madame Dupont-Michel, mère de Monsieur, déclare que le contexte et les circonstances. Donc, lors d'une émission il y a 2 ans, il m'a informé qu'il était contre le don. Voilà. Et ils doivent signer. Et c'est une pièce qui se retrouve dans le dossier médical du patient. Voilà. Est-ce que depuis que cette modification existe, le pourcentage de dons a sensiblement changé? Alors, nous, vu que l'information, comme vous l'avez très bien dit, était restée sur le fait que tout le monde était donneur s'il ne s'était pas inscrit sur le registre national, je ne vous cache pas que nous, en tout cas sur le site de Petite Salpêtrière, dans les premiers mois, mes collègues et moi, nous avons observé qu'on n'avions même pas le temps de poser cette question, que les gens nous disaient non, il est hors de question, vous n'y touchez pas, en tout cas on en a parlé, vous n'y touchez pas. Avoir presque un effet inverse de rejet face à l'obligation de faire. Tout à fait, parce qu'ils n'avaient pas eu la deuxième information. Maintenant, j'avoue qu'on a passé janvier, février, mars, ça a été un peu mieux. Maintenant, voilà, on n'a plus cet effet-là, mais on a eu un effet effectivement collatéral de cette information. Oui. Donc complètement contre-productif. Oui, pour nous en tout cas, sur notre site en tout cas. Alors, un aspect de votre travail que vous n'avez pas évoqué, c'est aussi parfois de faire des enquêtes, un peu presque des enquêtes policières, c'est-à-dire que vous avez des défunts dont vous ne connaissez pas l'identité, mais il y a un don d'organes possible à faire, mais là, dans ce cas, il faut aller très vite pour retrouver qui est cette personne et à qui s'adresser pour avoir le consentement ou pas. Tout à fait, oui. Alors c'est vrai que c'est une facette de ce métier qui est assez, on va dire, hors du commun pour une infirmière au début. Donc quand nous avons des patients, et ça arrive, par exemple le jogger du dimanche qui n'a pas pris sa carte d'identité et qui malheureusement se fait renverser, eh bien vous devez rechercher une identité. Donc une fois qu'il est diagnostiqué en état de mort encéphalique, nous revient cette tâche à nous les coordinatrices. Donc nous allons avoir l'aide du commissariat qui a donc pris en charge le patient qui était du moins là présent. On peut demander éventuellement un relevé d'empreinte, mais s'il n'est pas fiché, ça va devenir compliqué. On fait une déclaration à l'AP pour leur dire qui est cette personne si quelqu'un se manifeste. Et vis-à-vis des familles, alors pareil, si nous ne retrouvons pas d'identité, elle ne sera pas prélevée puisque la loi vous oblige à consulter le RNR, donc il vous faut un nom, un prénom et une date de naissance.
Et par contre, les familles, c'est pareil. Nous avons l'obligation de démontrer les moyens que vous avez mis en œuvre pour retrouver une famille. Ouais. Et ça, nous faisons aussi effectivement tout l'annuaire, les mairies, quand on peut les différentes entreprises, si on sait qu'il travaille dans une entreprise bien spécifique, on va demander l'assistante sociale si elle avait un dossier sur lui, etc., etc. Et ça nous prend du temps. Alors oui, effectivement, c'est un peu contre la montre, hein, puisque quand le patient est diagnostiqué en mort céphalique, nous n'avons pas 3 semaines pour faire ses recherches. Hein. Ça peut s'étendre à 1 journée, voire 2, et encore, tout va dépendre du patient, puisque le cerveau étant mort, tout est artificiel. Hein. Cette prise en charge médicale est artificielle, et jusqu'au moment où le corps va arrêter tout simplement, même avec ces médicaments, de fonctionner. Alors, vous m'avez dit quelque chose que j'ai trouvé voilà, très, très humain finalement. C'est une course contre la montre, mais dans cette course contre la montre où on recherche l'identité, il y a un temps qui est infini, il y a un temps de pause, c'est le temps de discussion avec les familles. Là-dessus, vous ne transigez pas, même s'il y a urgence, vous prenez le temps qu'il faut, et s'il faut revoir plusieurs fois les gens, vous prenez ce temps. Vous vous obligez à ça. C'est ça. En fin de compte, c'est comme quoi cette alliance thérapeutique, et même nous en avons besoin, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une course contre la montre, mais la famille est primordiale. Jamais on ne leur demandera de se dépêcher, jamais. Quand ils nous disent bah, « écoutez, j'attends mon fils qui arrive demain à l'aéroport », eh ben, nous reprendrons la discussion demain quand il arrivera. Et si jamais la personne vient à se dégrader, eh bien, ils nous disent bah, « je ne veux pas que vous y touchiez », eh ben, on n'y touchera pas. Voilà. C'est vécu comme un échec, un refus, quand après tout ce temps, finalement, vous obtenez un non? Non. Non, parce qu'en fin de compte, à partir du moment où on pose la question, c'est qu'on a le droit de répondre non, non, oui. Moi, l'échec, ça serait que la personne n'ait pas compris qu'est-ce que était la mort encéphalique et qui croit qu'il est parti et que la personne est encore vivante. Ça, c'est un échec. Et à partir du moment où ils ont compris ce qu'était que la mort encéphalique et qu'ils ont compris qu'il était bien mort, même avec un cœur qui bat, et qu'ils ont bien été pris en charge et accompagnés, voilà, pour moi, mais qu'il y ait un non ou qu'un oui, voilà, il n'y a pas d'échec. Une dernière question, peut-être plus personnelle, et comme il ne faut pas qu'on dépasse, je vous demanderai d'y répondre brièvement, mais vous faites ce métier depuis 17 ans, vous étiez infirmière, puis vous avez suivi des cursus, des formations complémentaires pour pouvoir faire aujourd'hui ce métier de rencontre et de conseil, d'accompagnement des familles. Ça fait 17 ans que vous le faites, et c'est vraiment à temps plein, hein, c'est-à-dire que vous côtoyez ces familles dans le deuil, dans la souffrance, vous l'avez dit, de façon voilà, plongée là-dedans de façon très brusque, et vous avez l'air de le faire avec passion et avec beaucoup d'énergie. Comment vous vous protégez pour affronter tout ça et pour le vivre comme ça? Tout simplement, je dirais comme tout professionnel de santé, c'est-à-dire qu'on se met des limites, c'est-à-dire c'est un travail, j'aime ce que je fais. Quand je pars de l'hôpital, j'ai une autre vie. Je m'identifie jamais à ce qui se passe chez les familles que nous prenons en charge. Donc ça, c'est une barrière. Il faut s'y tenir. Et comme je dis toujours, les familles attendent toujours ce que vous les aidez, que vous les accompagnez. Ils n'attendent pas ce que vous pleuriez avec eux. Donc ça ne sert à rien. Et après, voilà, tant que vous arrivez à gérer. Et puis il y a aussi le fait que vous les avez pris en charge. Donc c'est un soin, hein, n'oublions pas. Moi, je suis infirmière, c'est un soin. Et puis, il y a aussi, si effectivement il y a prélèvement, il y a receveur derrière. Donc la vie continue aussi. Voilà. Merci Viviane Justice.